Bonjour à tous, dans la vidéo précédente on a vu que la finance apatride a financé tous les belligérants. Et dans cette vidéo on va rentrer un peu plus dans le détail concernant le financement des révolutionnaires communistes par les capitalistes ultralibéraux de la finance apatride, dont on a vu que ce sont deux systèmes non contradictoires mais similaires du point de vue du résultat en termes de constitution de monopole. Alors voici les faits saillants prouvés par Sutton qui valideront l'hypothèse d'une finance apatride qui veut capter les marchés commerciaux, capter l'or et faire des États-Unis les sauveurs et une grande puissance. Alors d'abord voyons le soutien financier de Wall Street au régime tsariste. Dans la période tsariste, Olof Ashberg, propriétaire de la Nia Banken, était un agent des Morgan en Russie et le négociateur des emprunts russes aux États-Unis et représentant Pierre Bark, le ministre des Finances du Tsar. La mission d'affaires primordiale d'Ashberg à New York, d'après le New York Times du 4 août 1916, était de négocier un prêt de 50 millions de dollars pour la Russie avec un consortium banquier américain emmené par la National City Bank de Stillman avec derrière les Rockefeller. Cette affaire fut conclue le 5 juin 1916, il en résulta un emprunt russe de 50 millions de dollars à New York avec un taux d'intérêt de 7,5 par an, nous dit Sutton, archive à la main. Ashberg, à cette occasion, s'exclama « Il y a maintenant beaucoup d'Américains à Petrograd, des représentants des maisons d'affaires qui restent informés de la situation, et dès que le changement s'opéra, un énorme commerce avec les États-Unis s'établira. » Ensuite, soutien politique des anglo-saxons aux révolutionnaires. D'abord, Trotsky reçut sur ordre du président américain Wilson Woodrow un passeport officiel américain lui permettant de voyager en Russie après un arrêt au stand anglais pour rejoindre en 1917 Lénine pour la Révolution. Jennings C. Wise, dans son livre Woodrow Wilson, disciple de la Révolution, fait ce commentaire pertinent. Les historiens ne doivent jamais oublier que Woodrow Wilson rendit possible pour Léon Trotsky de rentrer en Russie avec un passeport américain. L'intervention ensuite de Wall Street pour obtenir la remise en liberté de Léon Trotsky, le révolutionnaire, dont l'objectif était de renverser le gouvernement russe. Trotsky, qui voyageait vers la Russie, fut débarqué du SS Christian Fjord par des personnels de la marine canadienne qui ne faisaient que leur devoir de façon honnête, comme beaucoup d'autres militaires subalternes, dans le port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 3 avril 1917. Mais le gouvernement britannique fut la source de sa libération de détention par les autorités canadiennes en avril 1917. Cet épisode est très instructif, mais je n'ai pas le temps de le développer, vous pouvez vous reporter aux écrits de Sutton. Wall Street n'a jamais caché son amour pour les bolcheviks. En témoigne une lettre du 17 octobre 1918 de William Lawrence Saunders, vice-président de la Banque de la Federal Reserve de New York, au président des États-Unis Woodrow Wilson. « Cher Monsieur le Président, la forme de gouvernement soviétique a toute ma sympathie comme étant ce qui convient le mieux au peuple russe. » Et puis surtout à leur intérêt, comme on va voir. Enfin, voyons le soutien financier de Wall Street aux révolutionnaires russes. En 1917, Ashberg et derrière lui JP Morgan devint l'intermédiaire financier des révolutionnaires. Ashberg, qui représentait le tsar aux États-Unis comme on a vu, faisait passer dans le même temps des fonds aux révolutionnaires russes pour le compte des intérêts JP Morgan liés à une majorité de l'état-major allemand, comme von Pavenstedt, le trésorier en chef de l'espionnage allemand, qui était un associé important d'Amsink & Co., propriété de l'American International Corporation, AIC, contrôlée par les intérêts JP Morgan. La partie de l'état-major allemand non compromise avec Wall Street escomptait, elle, naïvement un retrait rapide de la Russie et espérait pouvoir gérer ses marchés après-guerre. On voit bien ici que la dichotomie, ce n'est pas Allemagne et États-Unis, mais agent de la finance apatride en Allemagne et aux États-Unis contre patriotes allemands et américains. Ensuite, la Fed finance les révolutionnaires russes. William Boyce Thompson, premier directeur de la Banque de la Réserve fédérale de New York, avait une mission, garder la Russie en guerre contre l'Allemagne et préparer l'ouverture du marché russe aux entreprises américaines dans la période de l'après-guerre. Avant la Première Guerre mondiale, il gérait le portefeuille et les opérations boursières pour les intérêts du cuivre Guggenheim, qui était associé des Morgan et grand actionnaire de la Chase Bank contrôlée par les Rockefeller. Sa position le poussa vers un poste important au sein du système de la Réserve fédérale en 1914. Il devint le premier directeur de la Banque de la Réserve fédérale de New York, la plus grande banque de tout le système de la Réserve fédérale.
Il a pris la tête de juillet à novembre 1917 de la mission de la Croix-Rouge à Petrograd, normal, composée de banquiers de Wall Street et de businessmen, et il y avait aussi 5 médecins écœurés qui sont partis au bout d'un mois. Thomson donna alors $1 million aux révolutionnaires. Ensuite, Raymond Robbins, son assistant, avait pour mission, lui, d'exporter la révolution en Europe. Avant de quitter la Russie en 1917, fin 1917, Thomson confia la direction de la mission à son assistant Raymond Robbins, qui organisa la propagande bolchevique à travers l'Europe. Un document du gouvernement français, consigné par Sutton, confirme ceci. Il apparaît que le colonel Robbins a été capable d'envoyer une mission subversive de bolcheviks russes en Allemagne afin de commencer une révolution là-bas. Cette mission mena à la révolution avortée spartakiste allemande de 1918. Robbins a œuvré par le biais de Jacob Rubin, banquier étroitement associé au Rockefeller et au Schiff. Il exporta la révolution vers l'Europe et d'autres parties de la Russie sous la supervision du commissariat populaire aux affaires étrangères de Trotsky. En novembre 18, ses agents exécutifs, Minor et Price, partirent en Allemagne, exportaient la révolution, fondant les Spartakistes, un mouvement révolutionnaire. Une des actions de ce mouvement fut de lâcher des tracts de propagande par avion sur les troupes britanniques, françaises et américaines. Les Spartakistes furent arrêtés et condamnés pour conspiration, sédition et cause de mutinerie parmi les troupes alliées. Mais Price fut arrêté comme Minor, mais tous les deux relâchés. Et quand on a des amis haut placés, ça aide beaucoup. Ensuite, William Franklin Sands, dont j'ai déjà parlé, un des directeurs de la Banque de la Réserve fédérale de New York, avait lui pour mission d'organiser l'exploitation commerciale de la Russie. En tant qu'un des directeurs de la Banque de la Réserve fédérale de New York, Sands venait tout juste, lui aussi, d'apporter sa contribution au mouvement bolchevique avec la modique somme d'$1 million. La carrière de Sands s'était alternée entre Wall Street et le département d'État, entre le public et le privé. Ça jette des ponts, puis on assiste à ça également aujourd'hui dans tous les pays, c'est massif. Sands était le secrétaire exécutif d'AIC, American International Corporation. Elle fut créée à New York le 22 novembre 1915 par les intérêts de la maison Morgan, impliquant une participation majeure de la National City Bank de Stillman et des intérêts des Rockefeller. La mission déclarée de l'AIC était de développer des entreprises aux États-Unis et à l'étranger, d'étendre des activités américaines à l'étranger et de promouvoir les intérêts des banquiers américains et étrangers, des affaires, l'ingénierie, etc. Moins de 2 ans après sa création, AIC opérait à une bonne échelle internationale, Australie, Argentine, Uruguay, Paraguay, Colombie, Brésil, Chine, Japon, Inde, Italie, Suisse, Espagne, France, etc. Le bureau principal de l'AIC était au 120 Broadway, New York. Et cette seule adresse contenait à elle seule toute la racaille à cravate de l'époque. Était domicilié au 120 Broadway, New York. AIC, donc, le véhicule opérationnel pro-bolchevique de la finance apatride, la Banque de la Réserve fédérale de New York, la Guarantee Trust Company de la JP Morgan, Hunt, Hill et Betts, la firme qui avait soutenu Sonny Hudson et qui recevait en retour de justes contrats, la firme des Guggenheim, la branche exécutive de la General Electric, General Electric, ça vous parle peut-être. Nous ne pouvons en conséquence pas être surpris, nous dit Sutton, que le club des banquiers, l'influent Bankers Club, fut également domicilié au 34e et dernier étage du 120 Broadway, New York City. Il y avait également là-bas le bureau de Ludwig Martens, premier ambassadeur soviétique sur le territoire américain et non à Washington, vous aurez remarqué. Ludwig Martens était financé par la Guarantee Trust. Et pendant que la Guarantee Trust et puis les firmes américaines de premier plan prêtaient main forte à la création du bureau soviétique à New York, faut-il le préciser, des troupes américaines étaient en conflit ouvert avec des troupes soviétiques dans le nord de la Russie. La conclusion est sans appel. Sands, un des directeurs de la Fed, avait l'évidente intention d'inclure le 120 Broadway dans toute l'exploitation commerciale de la Russie. Et sans l'aide de la finance apatride, les bolcheviks, eux, auraient été laminés. En 1918, ils n'occupaient qu'une petite fraction de la Russie, pour avoir raison.
du reste du pays. Ils avaient besoin d'armes venant de l'étranger, de machinerie, de fournitures, de matériaux pour les chemins de fer, de vêtements, de produits chimiques, de médicaments, d'importation de nourriture, de soutien financier extérieur, d'une reconnaissance diplomatique et par-dessus tout de commerce avec l'extérieur. En échange qu'offrirent les soviétiques, ils offrirent de l'or et des matières premières. Et quand de l'or devait être transféré aux États-Unis, c'était AIC, Kuhn, Loeb et compagnie, avec Jacob Schiff et la Guarantee Trust de JP Morgan qui en faisaient la demande et utilisaient leur influence à Washington pour faciliter les opérations. Eurent lieu alors des efforts incroyables de transfert de fonds aux États-Unis et en Europe par des achats de biens de consommation et autres, puis une influence fut exercée aux États-Unis pour gagner la reconnaissance de l'URSS et obtenir les licences d'exportation nécessaires afin d'exporter des marchandises vers la Russie. Les banquiers et les avocats à New York apportèrent une assistance significative, voire dans quelques cas critique pour chacune de ces tâches, nous dit Sutton. Ensuite, les efforts furent récompensés, c'était le retour sur investissement. Le premier signe que ces efforts politiques et financiers finissaient par produire leurs dividendes vint en 1923 lorsque les soviétiques formèrent leur première banque internationale, la banque russe de commerce ou Ruscombank. L'associé de Morgan, Olof Ashberg, en devint le directeur avec Max May, un vice-président de la Guarantee Trust, qui devint, lui, le chef du département extérieur. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre que la succursale de la National City Bank de Morgan, à Petrograd, fut exempte de décret de nationalisation des bolcheviks. Ce fut même la seule banque étrangère qui fut exemptée de décret. En ouvrant la banque, Ashberg commenta « La nouvelle banque s'occupera de l'achat de machinerie, de matières premières d'Angleterre et des États-Unis et donnera des garanties pour la réalisation des contrats. » La Ruscombank nomma promptement la Guarantee Trust Company pour être son seul agent aux États-Unis. Voyons maintenant le soutien financier des Morgan et des Rockefeller à un général rebelle. Preuve en main, Sutton nous démontre également que la firme JP Morgan, qui contrôlait la Guarantee Trust Company, donnait également une assistance financière à un des opposants principaux des bolcheviks, l'amiral Alexander Kolchak en Sibérie, qui combattait les bolcheviks pour installer son propre régime autoritaire. La finance apatride finance aussi les anticommunistes. La firme de JP Morgan a aussi contribué à l'organisation anticommuniste United Americans. Jusqu'ici, nous dit Sutton, notre histoire a évolué autour d'une grande maison de la finance, la Guarantee Trust Company, le plus grand trust financier des États-Unis à l'époque, contrôlé par la firme JP Morgan. Il y a un revers à cette pièce, Guarantee Trust était également un fondateur de United Americans, une organisation anti-soviétique très virulente qui répandait la peur d'une invasion rouge des États-Unis en 1922, qui proclamait que 20 millions de dollars de fonds soviétiques étaient en route pour financer la révolution aux États-Unis et prévoyait une panique générale dans les rues de New York ainsi qu'une famine de masse. Les Rouges, soi-disant, planifiaient d'affamer New York jusqu'à la soumission en 4 jours. En bref, United Americans publia un rapport sans preuve substantielle de ce qu'ils avançaient. Cette bonne vieille méthode vous fait penser à ce qui s'est passé en Irak avec Saddam Hussein ou en Syrie plus récemment. Voyons le dernier point, la finance apatride récupère l'or soviétique et les banques américaines. Sutton nous dit encore que l'or était le seul moyen pratique avec lequel l'URSS pouvait payer ses achats étrangers et les banquiers internationaux étaient très flexibles pour faciliter les envois de transferts d'or russe. En bref, nous pouvons lier l'American International Corporation, la Guarantee Trust et Olof Ashberg au premier import d'or soviétique aux États-Unis. En conclusion de cet épisode, je citerai une phrase de Sutton de manière évidente, les fonds de financement de ces banquiers ne connaissent aucun drapeau national. Voilà pourquoi je les qualifie d'apatrides. Alors, vous vous demandez logiquement pourquoi ont-ils financé tous les belligérants ? Eh bien, la réponse également est logique. Ils ont financé le chaos pour que les conflits durent, créant une forte demande d'assistance logistique et politique, pour consolider leur monopole partout dans le monde, pour capter tous les secteurs à potentiel technologique, capter le maximum d'or de la part de toutes les parties en conflit, et je précise pendant les guerres, les monnaies des pays belligérants étaient inconvertibles, et qu'on poussait aussi les citoyens à donner leur or contre du vent, ou du plomb comme en Prusse, qui écrivait un truc du style sur leur petite médaille de patriote, pour avoir donné de l'or, j'ai reçu du plomb, et tout ça tombait in fine dans la poche de la finance apatride.
Dans le prochain épisode, on verra que ce plan ne s'est pas déroulé sans accroc, mais la finance apatride sans scrupule n'a reculé devant rien pour garder le cap, elle ne lâche jamais rien et on connaît la rengaine. Merci de votre écoute et à la prochaine.